Est-ce que vous regardez cette vidéo sur votre smartphone? C'est clairement pas impossible car YouTube est consommé beaucoup plus sur cet appareil que sur tous les autres réunis, comme les ordinateurs ou les télévisions. Et le smartphone gagne énormément de place partout, ce qui fait que ça se vend pas mal et que tout le monde essaie de sortir son propre modèle. Sauf que ça se passe pas toujours comme prévu, avec des constructeurs qui ont essayé de sortir un modèle qui a floppé comme jamais. Et on comprend parfois facilement pourquoi. Ici, on va parler que des premiers modèles à chaque fois, car ils auront jamais eu de suite d'ailleurs. Et donc exit les Galaxy Note 7 et consorts, vous allez découvrir que des téléphones dont vous n'avez jamais entendu parler. Energizer P18K. C'est ton smartphone dans ta poche ou t'es juste content de me voir? Avec le smartphone d'Energizer, il y a moyen d'avoir cette confusion. Si Energizer vous dit quelque chose, c'est normal, hein. C'est un très grand constructeur de piles que vous connaissez sûrement avec ce fameux lapin rose. Alors oui, il ressemble beaucoup à un autre lapin rose d'une autre marque de piles, mais lui il a un tambour, donc ça va. Ces marques ont comme leitmotiv d'avoir les piles les plus durables possibles, et donc en venant sur le marché du smartphone, Energizer n'avait qu'une idée, avoir un smartphone avec la meilleure batterie. Mais bon, vu comment c'est miniature, ces bestioles, compliquées à faire, et donc en général on est beaucoup à se balader avec une batterie externe, histoire de pallier ça. Et c'est là que l'éclair de génie a frappé chez les marketeurs de la pile. Mais pourquoi ne pas intégrer la batterie externe dans le smartphone? Et avec cette idée méga foireuse, le P18K est né. Regardez-moi cet enfer. Vendu à 700 $, ce dernier fait la taille de 3 à 4 smartphones classiques. Les performances en dehors de ça ne sont pas folles, un écran de 6,2 pouces, un processeur moyenne gamme, des caméras basiques avec néanmoins un système de pop-up fort agréable, tout ça pour un poids de seulement un demi-kilo, la bonne affaire quand un smartphone classique pèse moins de 200 grammes. Bon, au moins la batterie ici fait 18 000 mAh, et là vous êtes sûr et certain qu'il vous tiendra la journée, hein. Et paf dans les dents l'iPhone. Proposé par la marque en tant que crowdfunding sur le site Indiegogo en 2019 après sa démo pendant le MWC de la même année, il a fait un four total avec seulement 9 793 € récoltés sur plus d'1 million demandé. Ouais, c'est moins d'un petit pourcent récolté par Energizer, trop bien. En voyant l'engouement totalement nul sur le projet, Energizer a décidé de ne jamais le commercialiser. Mais bon, faut se dire que dans les coulisses de la marque se trouvent sûrement des cartons remplis de briques. Avec un peu de chance, ils ont au moins pu en faire un mur. Cyberphone. On va parler ici plus d'un type de smartphone à thème que d'un smartphone en particulier. Savez-vous que des marques plus classiques se retrouvent souvent affiliées avec leur accord ou non, hein, d'ailleurs, à des marques de smartphones? Par exemple, juste pour le LOL, car on va pas en parler ici car finalement il n'y a rien de spécial à dire dessus, savez-vous que KFC a un téléphone à son nom? C'est un Huawei Enjoy 7 Plus de couleur rouge, avec le petit colonel Sanders au dos, avec carrément une application KFC pour changer la musique dans le KFC dans lequel vous vous trouvez. Mais bon, les téléphones bizarres, je garde ça pour une autre vidéo si ça vous botte. Enfin, ça, faut me le dire dans les commentaires et mettre des pouces bleus. Sinon moi, je peux pas savoir, voyons. Mais bref, retournons sur ce cyberphone. Inspiré par le Cybertruck de Tesla, cette fameuse voiture au design atypique. Il est là pour avoir le même style et est proposé par la marque Caviar qui s'amuse à rebrander des smartphones et souvent avec un iPhone 11 comme base, en proposant bien évidemment tout ça à des prix extrêmement abordables. Genre là, on parle d'un smartphone à 7 680 $, donc tranquille. Ah, et aussi une version billionnaire à 19 990 $, et ça doit largement les valoir. Attendez, c'est un iPhone voiture, voyons, trop cool. En soi, le smartphone, on le connaît bien, mais pourquoi je le mets ici alors? Eh bien parce que le design de la chose est très atypique et s'est fait moquer sur toute la toile, et vu son prix, je pense qu'il mérite un peu. En gros, ce qu'il propose, c'est un iPhone avec un système de clapet pour pouvoir cacher l'écran et aussi utiliser ce dernier en mode stand. Et c'est tout, ouais, pas grand chose à dire là-dessus. Mais encore, si c'était bien fait, pourquoi pas si on est riche comme jamais? J'ai vu que les streamers Fortnite se font 300 000 € par mois, donc ils peuvent possiblement se le permettre. Le truc, c'est que finalement, il est assez affreux. MKBHD a eu l'occasion de tester la version light du produit et on voit quand même que c'est pas folichon. On a vraiment l'impression d'avoir un iPhone avec une protection toute nulle autour. C'est simple, plus on le regarde, plus on a l'impression de voir la séparation entre le smartphone et le boîtier. C'est assez hallucinant. Le pire là-dedans, c'est qu'il le protège pas tant que ça. Le youtubeur l'a fait tomber une seule fois pour tester et la caméra arrière a pris un coup. Ouais, ça fait plutôt peur. Après, on peut se dire que c'est fidèle au fameux Cybertruck, hein. Never forget la présentation. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais préférez acheter un iPhone classique quand même. Fire Phone. On sait que Google veut dominer vos vies en vous vendant des Chromecast, des Google Home et même des smartphones. Mais savez-vous qu'Amazon a exactement le même but en tête et a donc même essayé de se lancer dans le monde du smartphone? C'est pour cette raison que le Fire Phone est né, avec ce mot Fire qu'on trouve notamment sur les Fire Stick de la firme. Ce dernier, sorti en 2014, avait pour but d'enlever le monopole à Google sur la plateforme Android. Et donc, pour ça, ils sont partis sur Fire OS, un Android certes, mais sans les services Google. Ouais, ça sent pas très bon quand on voit comment Huawei peine quand on les force à se passer de ces services
service-là. Le but est de proposer un magasin alternatif avec son fameux Amazon App Store. Le truc c'est qu'il n'y a clairement pas autant de choix que sur le Play Store que tout le monde connaît. Et là il n'y a pas d'alternative proposée pour contourner la restriction comme l'a fait Huawei, parce qu'Amazon, encore une fois, c'est voulu cette envie de lâcher les services. Et utiliser un smartphone sans YouTube, sans Gmail, sans Google Maps et sans tout ça, bah ouais, on est très vite limité. Rajoutez à ça les performances très faibles du smartphone ainsi que l'écran assez naze et l'ergonomie aux fraises qu'a Fire OS, ce dernier s'est fait descendre sur absolument tous les sites de test ainsi que sur les reviews Amazon. Ouais, compliqué d'en faire sa vitrine avec que 2 étoiles, hein. Vendu à la base 200 $ avec contrat de 2 ans chez AT&T, il est vite descendu à un prix de 99 centimes pour essayer de sauver les meubles, mais bon, ça n'aura clairement pas suffi car c'était déjà bien trop tard. N'empêche que c'est pas cher, hein. Après, à voir combien on paie ce fameux forfait, car les États-Unis c'est pas la même qu'en France. Y a pas eu Free pour casser le marché. Bref, Amazon a admis sa défaite 3 mois plus tard, a perdu 170 millions de $ dans l'affaire et n'est jamais revenu sur le marché. Du moins, pas encore. Chose qu'on peut noter rapidement, c'est qu'Amazon ne propose pas les produits de Google sur son site s'il en fait des équivalents. Exemple, si on cherche des Chromecast, on va tomber sur des Fire Stick. Si on cherche des Google Home, on tombe sur des Amazon Echo. Et si le Fire Phone avait marché, on tomberait dessus à la place des Google Pixel. Mais bon, qu'ils ne fassent pas les fiers, parce qu'on va bientôt parler d'eux. Red Hydrogen. Qui de mieux qu'un constructeur de caméras ultra haut de gamme pour proposer un smartphone spécialisé dans la photo et la vidéo? Bah cet adage est pas vraiment bon dans ce monde-là. Red est assez connu dans le monde de la vidéo pour casser les prix du marché semi-pro et professionnel. Alors attention, hein, je parle pas casser le marché en mode on propose des caméras à 50 balles, mais plutôt des produits à plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. Mais il faut se dire que le marché de l'audiovisuel coûte extrêmement cher et normalement c'est beaucoup plus que ça pour la même qualité. Bah ouais, Sony ils l'ont pas filmé au smartphone en appliquant un filtre hérisson sur la bestiole. Bref, après avoir cassé le marché de la caméra, ils ont essayé de venir sur le marché du smartphone en proposant le photophone qui va tous les détruire avec des capteurs de fou furieux et en plus de ça des innovations comme des parties modulaires avec la caméra et un écran holographique. Qui ne rêve pas d'avoir Jean-Luc Mélenchon qui sort du smartphone? Prometteur sur le papier, ultra hypé de partout, le produit a été un vrai pétard mouillé. Au prix exorbitant de 1295 $ en 2018, le smartphone déçoit pour ses caractéristiques techniques mais aussi pour son appareil photo. En effet, là où les capteurs sont importants sur de vraies caméras car il y a de la place, le logiciel l'est tout autant sur un appareil aussi petit. C'est pas forcément le nombre de mégapixels qui y fait la qualité. Et encore, si la promesse de la modularité de la caméra avait été respectée, pourquoi pas? Mais aucune modularité ici. Oupsie. En plus des photos pas folles, le fameux écran holographique faisait ultra cheap et donnait vraiment l'impression de se retrouver devant une 3DS, qui n'est pas la meilleure expérience 3D de ma vie de mon côté, hein. Le smartphone a eu son prix divisé par 2 en seulement 1 an, mais même à 649 $, il reste vraiment pas fifou. Le smartphone tant attendu par beaucoup, c'est juste péter les dents. Et c'est dommage car bon sang qu'il en a eu de la publicité gratuite lui, hein. Un modèle 2 a néanmoins été prévu mais le projet a vite été annulé après seulement quelques mois au vu du flop titanesque du premier modèle, avec en prime l'annonce de démission du CEO. Ouais, oh, ça fait mal. Motorola Aura. Les smartphones sont aujourd'hui parfois des objets de luxe, mais en dehors des iPhones, il était compliqué de les considérer comme tels avant 2010. Motorola a donc essayé de venir sur le marché avec son Aura en 2008, un smartphone au doux prix de 1590 € à l'époque. Faut se dire que ce prix-là en 2018, ça a juste aucun sens, hein. Aujourd'hui, limite, on y est habitué, mais en 2018, c'était déjà la folie d'y mettre 200 €. Mais que propose ce smartphone à ce prix-là? Eh bien, par exemple, un écran circulaire, le tout premier au monde d'ailleurs sur un téléphone. Mais le problème, c'est qu'il a juste pas eu de chance. En effet, l'iPhone commençait à faire des ravages et a totalement détruit le téléphone pour le remplacer par le smartphone. Et le Aura n'est pas un smartphone. La pièce est en vrai très belle avec des matériaux nobles, un mécanisme visible très satisfaisant et une utilisation assez singulière. Malheureusement, à cause de son prix qui était dissuasif et surtout du retrait des téléphones portables en faveur des smartphones, ce dernier a vraiment galéré à se vendre même en produits de luxe. Mais bon, là on vient de parler d'une marque de smartphone qui s'intéresse au luxe. Mais que se passe-t-il si on inverse tout ça? Vertu, luxury. Voilà ce que ça donne. Et d'ailleurs, on va pas parler que d'un modèle de smartphone ici, mais carrément d'une marque complète qui s'est effondrée. Vertu est une marque de luxe britannique qui s'est spécialisée sur les smartphones Android en proposant des appareils à des prix totalement délirants allant de 4000 à 40 000 livres sterling. En soi, ce qui était mis en avant, c'est aussi ici les matériaux utilisés et certaines fonctionnalités assez exclusives aux riches, genre des conciergeries, ce genre de choses. Le problème, c'est que c'est bien beau de proposer tout ça, mais les smartphones étaient pas fous quoi. À titre de comparaison, ils avaient des performances de voire d'entrée de gamme, et certains modèles à 100 $ chez la concurrence étaient équivalents niveau performance, donc ouais, très compliqué à justifier d'avoir un téléphone qui coûte très cher mais très nul. Alors bien sûr, hein, quand on achète du luxe, on n'achète pas ça pour les performances, c'est clair, mais quand on se retrouve limité en ayant payé si cher, bah c'est vite pénible. La plupart des gens fortunés se sont donc retournés vers d'autres marques comme Apple par exemple et ses fameux iPhones, ce qui fait que les 3 modèles de la firme, le Signature Touch ainsi que le Aster se sont vite retrouvés à la poubelle, et le tout dernier, le Constellation, n'a
n'a jamais été mise à la vente. La société a mis la clé sous la porte en 2017 avec pas mal de dettes et c'est comme ça que la marque de luxe s'est éteinte. Microsoft Kin. Microsoft a tout essayé, y compris être le constructeur de votre appareil de poche, et un peu à l'instar de Google et Amazon. Le truc c'est que bon, vous le savez sûrement, mais Microsoft n'est pas très apprécié dans ce monde-là. RIP in peace, petit ange parti trop tôt qui est Windows Phone. Mais avant tout ça et de se rater côté logiciel, ils se sont ratés côté matériel. Ouais, on coche vraiment toutes les cases ici, hein, bravo à vous. C'est en 2010 que Microsoft sort les Kin 1 et 2, et avec une envie de se séparer des standards Android et iOS, et ça bien avant l'arrivée de Windows Phone. On se retrouvait donc avec un smartphone sans aucun magasin d'applications. En gros, on avait les applications préinstallées et basta. Voilà, à partir de là, on peut proposer ce qu'on veut, c'est déjà terminé, il n'y a plus rien à faire, on peut juste tout remballer. Essayer de proposer un magasin alternatif, c'est déjà assez couillu, mais alors ne rien proposer du tout, c'est juste finalement se tirer une balle dans le dos. 48 jours après la mise en vente de ces modèles, tout a été retiré du marché. Ils ont été vifs et on se demande bien pourquoi. Quelques mois plus tard, il y a une tentative de retour d'ailleurs avec les Kin 1M et Kin 2M, en les appelant des feature phones, une sorte d'entre-deux un peu dégueu entre un téléphone et un smartphone. Bref, ça encore une fois rien donné, c'est sacrément surprenant. Motorola Razr. Ouais, Motorola ils sont assez forts, hein, pour une fois qu'ils sont leaders dans une catégorie avec deux prix ici. Bon, c'est peut-être pas l'endroit le plus glorieux pour avoir son nom ressorti plusieurs fois, il est vrai. C'est le smartphone le plus récent de la liste, et pour cause, on parle ici d'un smartphone pliable sorti en 2019. Bon, ok, le Cyberphone est plus récent, mais ça compte pas parce qu'en soi, c'est juste un reskin moche d'un modèle sorti plus tôt. Bref, ce dernier a pour vocation de marcher sur les plates-bandes de Samsung, avec son Galaxy Fold qui a écumé d'un sale buzz à cause de l'écran qui pète en enlevant ce qu'il pensait être une protection. Le Motorola Razr se distingue avec une façon de plier différente. Plutôt que d'avoir un smartphone normal qui devient un méga smartphone, on a un tout petit smartphone qui devient un smartphone normal. En soi, l'idée est intéressante et surtout le petit écran tableau de bord quand il est replié est ultra pratique je trouve, chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur un aussi petit modèle. Le problème, c'est que c'est de la technologie innovante et ils le font payer cher, très cher même, 1500 $ la bestiole. Et en soi, on pourrait trouver ça normal vu que le Fold est même à 2000 de son côté. Sauf que le problème ici, c'est que le reste des composants ne suit pas du tout. La caméra est ignoble, le processeur date d'il y a 1000 ans, il a littéralement des composants de smartphone à 200 ou 300 balles. Mais encore, si son côté pliable était bon, le truc c'est qu'un test lui a fait beaucoup de mal, celui de CNET, qui l'a plié 27 000 fois et s'est retrouvé avec un smartphone qui galère à se plier et un bruit très étrange à chaque tentative. Alors ce test a fait beaucoup débat, car en soi 27 000 pliages, c'est pas tant que ça dans la vie d'un smartphone. Faut s'imaginer le nombre de fois qu'on le sort dans une journée, mais concentrer tout ça en à peine 4 heures, c'est ce qui aurait causé le problème avec la chaleur provoquée par le mouvement répété. Néanmoins, le mal est fait, les articles pullulent avec comme à chaque fois comme titre le smartphone pliable de Razr est cassé le lendemain de sa sortie. Coup dur donc pour le modèle qui de base n'avait pas des performances folles mais qui se tape en plus une mauvaise presse. Y a pas à dire, les smartphones pliables ont pris très cher. Là où le Samsung Galaxy Fold a réussi à se relever grâce à ses performances dignes d'un téléphone haut de gamme à sa commercialisation de version 2, le Motorola Razr a sombré dans les abysses vu que malgré ses promesses intéressantes, il était trop peu viable au vu de ses composants du passé, surtout pour le prix demandé. Dommage parce que pour le coup, je pense que pas mal de gens préfèrent un téléphone pliable du style. Bon, après, le Galaxy Z Flip est arrivé et a donc mis un dernier coup de pied sur la tombe du Razr. PhoneBlocks. On a parlé de deux sociétés du GAFAM, allons maintenant nous intéresser au point G. Le PhoneBlocks vient pour régler un problème qu'on a aujourd'hui avec nos smartphones, c'est qu'on choisit pas exactement ce qu'on veut dedans, on est obligé de choisir des modèles tout faits. Avec le PhoneBlocks ou Project Ara, quand Google s'y est intéressé car à la base c'est un petit designer hollandais du nom de Dave Hackens qui l'a imaginé, il est possible de moduler totalement son smartphone. Si on veut une plus grosse batterie, hop, on met le module grosse batterie. Une caméra de meilleure qualité, hop, le module de super caméra, etc. etc. L'idée est donc finalement de toujours évoluer avec le même smartphone plutôt que d'en changer totalement à chaque fois. À l'époque, tout le monde trouvait le projet méga cool, comme en témoignent pas mal de vidéos de 2016 parlant du bousin. Ouais sacré futur qui a totalement été annulé hein. En vrai, je me moque peut-être ici, mais j'y ai beaucoup cru aussi à ce smartphone modulable, car en soi, on peut avoir vraiment un smartphone personnalisé pour chacun. Le truc c'est que ça intéresse tout le monde dans l'idée, sauf les marques qui du coup se feront bien moins de profit vu qu'ils ne vous vendront plus un nouveau smartphone tous les 2 ans et aussi ne pourront plus vendre des appareils au prix exorbitant auxquels on les a connus. C'est donc à cause de ça que peu de constructeurs se sont retrouvés derrière le projet, vu que de toute façon beaucoup étaient en train d'abandonner la modularité qu'on avait déjà sur nos smartphones, car en soi les batteries amovibles c'était de la modularité et on l'a totalement perdu ce truc là. En plus de ça, faut se dire que faire des modules qui sont adaptés à n'importe quelle configuration et qui fonctionnent bien, c'est pas une mince affaire. Déjà que pas mal de systèmes sous Android galèrent, alors si en plus fallait gérer le smartphone unique de chacun, bonjour l'embrouille. C'est à cause de toutes ces problématiques que le projet a été abandonné petit à petit puis annulé, sans jamais donner
donné de raison officielle. Peut-être qu'un jour on reverra des smartphones modulables, mais à part Fairphone qui a l'air de vouloir aller dans ce sens, il y a très peu de marques qui vont réellement pousser ça, la dure loi du marché. Xperia Play. Qui de mieux qu'un constructeur de consoles de jeux pour faire un smartphone adapté aux jeux vidéo? Comment ça ressemble à une phrase que vous avez entendue plus tôt? Vous devez sûrement rêver, mais en tout cas, ça se passe mal. Et le Sony Xperia Play en est la preuve. Designé pour les gamers avec un arrobase à la place du A, ce téléphone a pour but de devenir une petite console de jeux de poche, avec carrément des exclusivités pour la machine faites par des gros éditeurs de ce support comme Gameloft. Et en soi, les jeux sont pas forcément si dégueux que ça, vu que grâce à son système, il y avait moyen d'avoir de vrais contrôles avec de vraies touches. Fini la galère à jouer sur un écran minuscule où on pose nos doigts, hop, un petit slide pour accéder à la partie manette et on se retrouve avec une console très convaincante. Le problème c'est qu'on est en 2010-2011 quoi, les smartphones n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui et faire un smartphone console de jeu ça demandait énormément de compromis. On se retrouvait donc avec un téléphone très moyen. Derrière, même si les jeux du lancement étaient sympas, il était compliqué de jouer à des jeux Android directement dessus car ils étaient juste tout simplement pas adaptés à la machine et donc impossible d'y jouer avec cette fameuse manette. Le produit a fait un énorme four et ce dernier, sorti le 1er avril 2010, n'a finalement pas été pris au sérieux. Assez cocasse. Les ventes n'ont pas suivi et le modèle a vite été rangé au placard. Néanmoins, ce dernier a eu une hype bien après avec beaucoup de gens qui ont voulu un Sony Xperia Play 2 qui pouvait essuyer les plâtres du premier. Malheureusement, le directeur marketing de la boîte coupe court aux rumeurs en disant que cela n'arrivera jamais. Et c'est triste à dire, mais si ce dernier avait marché, je pense qu'on serait pas là à galérer à jouer sur nos smartphones avec nos gros doigts sur des commandes tactiles. Finalement ici, on est avec un smartphone trop en avance sur son temps vu que derrière, le gaming s'est démocratisé et continue d'ailleurs dans ce sens sur le monde du smartphone. Mais alors là, on va parler du smartphone le plus en avance sur son temps ever. Meizu Zero. Est-ce que le port jack de votre smartphone vous manque? Tous les jours vous rêvez de lui en vous disant que vous ne pourrez plus jamais utiliser votre bonne vieille paire d'écouteurs qui s'en mêlait dans votre poche? Eh bien n'achetez jamais le Meizu Zero, car lui on lui a retiré le port jack ainsi que le port de recharge ainsi que les boutons. Oui, il y a littéralement aucun bouton et aucune prise. Comment ça, on sent la mauvaise idée à 14 000 km? Meizu n'est pas du tout une marque inconnue par ailleurs, elle est très populaire en Chine et un peu dans le reste du monde et elle propose des modèles de smartphone vraiment convaincants avec cette envie d'innover par moment. Mais le Zero est possiblement beaucoup trop en avance sur son temps. Le but de ce smartphone est de le rendre totalement lisse. Et comment on le recharge, me direz-vous? Eh bien en fait il ne se recharge pas, c'est comme les appareils photo jetables, une fois la batterie finie, hop, à la poubelle. Bon en vrai je déconne, c'est de la recharge par induction. N'empêche qu'un smartphone jetable, ça c'est une idée qui n'a pas encore été exploitée, si ça se trouve ça va bientôt arriver. Et là aussi je déconne parce que ça existe déjà. Mais bon je me suis dit que ça valait pas le coup d'en parler plus que ça tellement c'est débile. Bref, pour revenir au Meizu Zero, ce dernier n'a juste pas plu parce qu'il est finalement compliqué d'utilisation, car autant la recharge par induction, allez pourquoi pas, ça se démocratise pas trop mal et on commence à en avoir des charges rapides avec, mais le manque de boutons physiques pour le son et l'allumage fait vraiment bizarre et si le logiciel déconne, bonne chance pour faire quoi que ce soit. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement de carte SIM non plus. Ça veut donc dire qu'il faut utiliser une toute autre technologie, l'eSIM, qui certes est plus avancée que la carte SIM, qui devrait normalement la remplacer dans le temps, sauf que ce n'est pas le cas pour le moment et c'est pas super développé, donc ce smartphone est encore une fois trop en avance sur son temps. Avec tout ça comme contrainte en voulant respecter son cahier des charges de 0 trou, il a juste eu un 0 pointé. Bon, on se moque, mais au moins ils ont tenté de sortir du marché des smartphones qui aujourd'hui manquent beaucoup d'originalité et d'innovation. Tous les smartphones se ressemblent aujourd'hui, on choisit ce dernier juste sur sa qualité et pas sur son originalité et c'est clairement dommage. Et au moins on se rappelle d'eux, pas forcément de la meilleure des manières d'accord, mais ils auront quand même marqué l'histoire de la téléphonie mobile et ça, c'est déjà ça. Si vous aviez le choix de prendre un des smartphones de cette liste et de l'utiliser tous les jours, vous partiriez sur lequel? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire. Je sais pas qui va gagner car en soi ils ont tous des spécificités assez intéressantes sur le papier, mais bon pas sur le terrain. Donc ça m'intrigue de voir celui qui vous botte le plus dans cette liste. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo un petit peu plus longue jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, hop le petit pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux car en plus j'y fais parfois gagner des smartphones et des bons cette fois. Donc Twitter, Instagram, TikTok, le choix est vaste. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour faire perdurer ces modèles incroyables dans l'histoire et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!